J'ai beaucoup hésité à la manière de commencer, de monter cette émission. Comme d'habitude, Thomas a pas mal de dossiers, des vidéos, des statistiques, des sondages, des extraits de la presse américaine. Et puis, je me disais, comment démarrer cette émission? Comment présenter ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer, vous le savez, depuis 2 jours, c'est le shutdown, hein. Aux États-Unis, on est même le 3e jour. Les Américains, peu à peu, découvrent l'ampleur de ce qu'est un shutdown. Un shutdown, en plus, on vous en a parlé, hier, qui est une occasion pour l'administration Trump et le camp MAGA de dire: «Voilà, on va faire souffrir les États démocrates», ce qui est en plus une aberration totale parce que ces États démocrates, ce sont eux qui portent l'économie américaine. Ces États démocrates, c'est pas parce que vous avez un gouverneur démocrate que vous-même êtes démocrate, hein. Il y a des indépendants, il y a des républicains, il y a certains États bleus qui sont visés aujourd'hui par Donald Trump qui ont une majorité limitée de démocrates. Ça veut dire que lorsqu'on attaque un État, c'est pas uniquement les électeurs démocrates qui sont touchés, c'est tout le monde qui est touché par ça. Et on avance vers une accélération de cette souffrance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le camp Donald Trump a décidé d'utiliser ce shutdown pour accélérer la mise en place de son programme. Et l'ironie de la chose, et c'est forcément le sujet du jour, c'est celui dont je voulais vous parler, c'est que ce programme, c'est le Project 2025. Et donc, nous sommes face à une situation qui est complètement folle, comme je le dis très souvent, mais qui est aussi l'occasion pour vous de tirer des leçons. Cette leçon, c'est celle d'une campagne électorale où un candidat a simplement dit qu'il ne se reconnaissait pas, et on va voir pourquoi, dans ce projet 2025, pour que les médias lui donnent un chèque en blanc à ce sujet-là. Donc ça, c'est le premier niveau de cette histoire. Le deuxième niveau, c'est que, évidemment, ce même candidat, une fois arrivé au pouvoir, a commencé à mettre en place les éléments qui étaient dans ce programme du projet 2025 et qui, aujourd'hui, et c'est pour ça que d'un coup, les médias ont l'air de redécouvrir ça, assument cette utilisation. C'est vraiment ça le point nouveau. Donc le projet 2025, c'est quoi? On va commencer par l'essentiel. Le projet 2025, c'est un programme de transition, un programme de gouvernement qui a été créé par ce qu'on appelle un think tank. Un think tank, c'est un groupe de penseurs. Et ce groupe de penseurs est au sein d'une fondation qui s'appelle The Heritage Foundation, qui est un groupe ultra-conservateur qui a été créé dans les années 80, donc pour apporter des réflexions et des idées de gouvernement aux différents présidents américains. Il y a quelques années, donc au départ, ça démarre comme quelque chose de conservateur. On respecte la Constitution et on propose des idées pour que la société américaine, peu à peu, devienne cette vision idéaliste qu'ont les fondateurs de la Heritage Foundation, c'est-à-dire une application stricte, si vous voulez, de la Constitution et une vision, utilisons les mots, d'une société américaine qui est à droite en termes de valeurs économiques, valeurs sociales, valeurs de justice, etc., etc. Peu à peu,
ces dernières années, la Heritage Foundation, avec l'arrivée de Donald Trump, s'est radicalisée. Comme beaucoup de médias, beaucoup de groupes du côté de la droite américaine, en se rendant compte que un programme populiste garantissait non seulement une arrivée au pouvoir, mais en plus permettait une accélération de la chose. Et c'est pour ça que Trump a coché les cases, c'est que ces personnes-là, et ce n'est pas qu'au niveau de Heritage Foundation, vous pouvez partir sur d'autres comme la Federalist Society qui se sont rendus compte que de soutenir Trump, ça leur permettrait de gagner des années pour avoir des juges vraiment ultra conservateurs. Donc ça, c'était un point. Et du côté de la Heritage Foundation, on s'est rendu compte que l'avantage d'avoir un Donald Trump, c'est que cela leur permettait de pousser leur vision de la société encore plus loin et d'avoir quelqu'un qui allait l'appliquer parce que l'échange était très clair. Le point commun du Project 2025, qui a plus de 900 pages, quand vous avez épluché ici en octobre 2023, il y a 2 comme ans. le rappelle Mel, donc bien avant qu'on en parle aujourd'hui et bien avant qu'on en parle dans la campagne, l'idée générale, c'est de dire notre interprétation de la Constitution donne quasiment tous les pouvoirs au niveau fédéral au président des États-Unis. Et donc, notre programme va enlever tous les efforts de décentraliser ce pouvoir qui ont été mis en place depuis les années 70, lorsqu'on s'est rendu compte que à la sortie de l'Amérique de Nixon, c'était extrêmement dangereux de concentrer les pouvoirs de la présidence dans les mains d'un seul homme. Et donc, Heritage Foundation a dit, on va effacer tout ça, tous ces efforts-là, qui en plus, c'est leur vision, ont été noyautés par des gens qui nous sont idéologiquement opposés. On va supprimer tout ça et on va apporter plus de pouvoir dans les mains du président des États-Unis. Vous imaginez que lorsque vous êtes Donald Trump et que votre définition de la présidence, au-delà de la Constitution, c'est celle de la définition d'un CEO, d'un PDG d'entreprise qui peut prendre n'importe quelle décision, y compris certaines, on ne va pas refaire maintenant le parcours de Donald Trump, qui sont hors la loi. Lorsque l'Heritage Foundation arrive avec cette idée-là, c'est extraordinaire. Et surtout, l'Heritage Foundation, pendant que Donald Trump est dans l'opposition, le deal est complètement clair. C'est faites campagne, soyez la vitrine, nous, on va planifier tout ça, on va organiser tout ça, on va recruter et préparer les personnes pour vous mettre en place et peu à peu vous donner tous ces pouvoirs-là. Alors, le projet 2025, c'est un ensemble d'auteurs. Plusieurs de ces auteurs sont dans l'administration Trump, ce qui est déjà un signe de la proximité intellectuelle entre Trump et le projet 2025. Mais s'il y a un nom que vous devez retenir, c'est celui de Russell Vought. Russell Vought, c'est le cerveau derrière le projet 2025. C'est lui qui a cette vision depuis des années, on va écouter une vidéo, depuis des années de se dire le président doit avoir tous les pouvoirs. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait cette émission en octobre 2023, et j'hésite à le faire parce que je me dis je ne veux pas être anxiogène et je ne veux pas donner le sentiment de rechercher du clic en vous expliquant que le projet 2025, c'est la possibilité d'avoir une dictature présidentielle. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et pourquoi je vous parle donc de Russ Vought? C'est sa vision depuis des années. C'est parce que lorsque Donald Trump arrive à la présidence le 20 janvier dernier, il va chercher Russ Vought pour devenir le patron du OMB.
the Office of Management and Budget. Donc, c'est lui qui est en charge de la gestion de la Maison-Blanche. Hein, donc, on pourrait se dire, ah, c'est pas un rôle extrêmement important, et c'est la première fois de l'histoire que le patron d'un OMB est en place, mais en fait, c'est devenu, hein, ça a été une des forces de Heritage Foundation identifier ce rôle-là en disant, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle clé. C'est quelqu'un, comme il le dit lui-même, qui va être, si la présidence est un énorme Boeing, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais un énorme avion, lui, c'est la tour de contrôle. C'est lui qui va donner au quotidien le pouvoir de la présidence. Le pouvoir, c'est l'argent, vous le savez. Donc, par exemple, ça va être de dire, bah, tiens, on a identifié ce programme-là qui a quelques millions, voire milliards. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire pour mettre en place, je vais superviser ça en tant que Russell Vo, directeur de l'OMB. On va mettre en place une manière de terminer cette agence-là ou de terminer ce programme pour récupérer cet argent qui a déjà été voté par le Congrès. Donc, de récupérer cet argent et de le donner à la Maison-Blanche. Et donc, d'un coup, ça assoit le pouvoir du président de se dire, non, mais c'est lui qui a ce pouvoir du porte-monnaie, c'est lui qui décide de placer l'argent où il veut et donc de créer ces relations transactionnelles avec des gouverneurs, de dire, non, mais attendez, maintenant, cet argent, si vous voulez que moi, président des États-Unis, je vous verse une aide, bah, il va falloir me rendre service. Et donc, c'est le rôle de Russell Vo. On va écouter tout de suite cette vidéo, ce portrait qui a été fait sur MSNBC, qui un petit peu reprend tout ce que je vous ai dit. À tout de suite. Really a champion of the unitary executive theory, which suggests that the president should have absolute power over the entire federal government, basically. That he should be able to control independent agencies, that he should be able to populate the civil service with loyalists and purge the federal government of anybody who's not on board with his agenda. This government shutdown is creating the perfect storm for him to finally implement his agenda. He is getting the opportunity to basically lay off, fire potentially thousands of federal workers who he sees as not being sufficiently dedicated to, loyal to the president's policy agenda. And that won't just be a temporary change. It'll be a pretty significant power grab by the president that could remake the federal bureaucracy for a long time go into the future. Let me bring you to today. President Trump posts on social media he's meeting with Vote today, quote, to determine which of the many Democratic agencies he recommends to be cut and whether or not those cuts will be temporary or permanent. Donald Trump told us that. Voilà, vous avez le contexte, vous avez le personnage. La raison pour laquelle on parle beaucoup de Russ Vo, on aurait dû en parler plus tôt, c'est que nous sommes passés donc, dans cette période où de 2024 à novembre, jusqu'en novembre 2024, donc en gros du mois de juillet 2024 à novembre 2024, Donald Trump expliquait qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait rien à voir avec le projet 2025. Dans une période du 20 janvier jusqu'à il y a 2 jours, donc jusqu'au 1er octobre, où dans la réalité, dans les coulisses de l'administration américaine, le projet 2025, on va le voir, était en train de mettre en place son programme, principalement grâce à Russ Vo, dans une 3e période, celle que nous vivons depuis 3 jours, où Donald Trump et son camp, pour différentes raisons, on va en parler, affiche d'une manière extrêmement fière le fait qu'ils sont en train d'appliquer le projet 2025. On va parler de tout ça, on fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après. Ce changement de paradigme du
je n'y suis pour rien, je n'ai aucun rapport, je trouve moi-même ça dangereux. Hein, je paraphrase ici, on va le voir tout à l'heure, les déclarations de Donald Trump. Il n'est pas mieux illustré avec ce Truth Social que Donald Trump a publié hier sur son compte, donc sur Truth Social, en le signant président DJT pour vraiment montrer un côté officiel de la chose, donc où en expliquant qu'il a un meeting, une réunion avec Rose Vo, et de préciser lui-même, personne ne l'a demandé. Non, mais si vous ne le savez pas, Rose Vo, c'est Project 2025. C'est bien, ouais, c'est ça, c'est bien le Rose Vo du projet 2025. C'est bien lui qui était à la tête de tout ça. Pour déterminer combien d'agences démocrates, évidemment, ce sont les propos de Donald Trump, que l'on va couper. Parce que, voilà, lorsque il n'y a pas de congrès, comme en ce moment avec le shutdown, le fonctionnement du gouvernement américain fait que le président, Donald Trump n'avait pas besoin de cette excuse, mais encore une fois, c'est un accélérateur, le président dispose de ce pouvoir de dire tiens, c'est à moi de gérer les affaires pour qu'elles continuent, c'est à moi de gérer le pays pour qu'il ne s'arrête pas complètement, et de le faire avec qui? Avec mon directeur du Office of Management and Budget, le OMB, Rose Vo, qui, dans de nombreuses interviews dans le passé, nombreux podcasts de l'extrême droite américaine, avait déjà envisagé, lorsque personne n'en parlait, un shutdown. Je ne dis pas que ce shutdown a été précipité pour ça, mais dans tous les cas, il en parlait comme quelque chose de positif en expliquant « Je vous rappelle que en cas de shutdown, le pouvoir complet de la gestion de l'administration américaine tombe dans les mains du président et plus directement entre les mains de son directeur du OMB qui du coup doit décider ce qui va continuer et ce qui ne va pas continuer. Et ces décisions n'ont pas besoin de passer par le Congrès. C'est ce qui intéresse les républicains, ce qui intéresse l'administration Trump dans cette situation du shutdown, c'est de dire que si par exemple, comme ils l'ont déjà fait, c'est pour ça que finalement, ce n'est qu'un accélérateur, mais si par exemple, ils décident de dire, tiens, pendant ce shutdown, on a décidé d'une manière définitive, pas de manière provisoire, de couper la totalité du département de l'éducation ou la totalité du département, donc du ministère de l'Environnement. On peut le faire sans que ça passe par le Congrès et que nous ayons une majorité, qu'on n'arrive pas à obtenir dans tous les cas, qui va voter pour ça. Donc c'est le pouvoir qui est entre les mains. Et l'idée, c'est de se dire, hier je vous avais montré toutes les agences qui étaient impactées, de se dire ce qu'on va faire, les agences qui, on considère, sont installées dans des États démocrates, évidemment pas tout est centralisé à Washington, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer les bureaux, on va virer ces personnes-là, parce que les gens qui vont être au chômage, ils vont dire c'est la faute de mon gouverneur, on va dire c'est la faute du gouvernement, du gouvernement Trump, et au-delà de ça, ça va purger, c'est une purge, ça va purger cette administration américaine, et les gens que l'on vire de manière massive, ce qu'on va faire à la place, on va engager des nouveaux employés qui sont 100% fidèles, qui ne voudront pas s'opposer à des décisions de la présidence, qui ne mettront jamais la Constitution au-dessus du président des États-Unis et qui n'iront pas fuiter tout ça à la presse. Donc c'est cette idée de se dire, voilà, là on a tous les pouvoirs, on est tranquille et on va aller faire ce ménage-là. Et ce qui est complètement nouveau, c'est que, évidemment,
que vous le sachiez de manière très claire, c'est que tout ça est dans le projet 2025. Hein, cette volonté de nettoyer le gouvernement, de les remplacer. Hein, je vous avais parlé dans cette émission d'octobre 23 de la formation, de l'entraînement, de l'endoctrinement d'employés pro-Trump avec des tests pour être certain qu'ils étaient 100% Trump et pas pour la Constitution des États-Unis. Donc tout ça était écrit. Et donc pour la première fois, avec le tweet, avec le truth que Trump a publié, on assume ce côté-là. Et c'est complètement nouveau parce que justement, on va faire un bond en arrière. Pendant la campagne, et évidemment vous avez compris pourquoi, Donald Trump s'en était caché. On va voir par exemple ce Truth Social de Trump, le même compte, au mois de juillet, hein, juste pour que vous voyez cette comparaison de Donald Trump. Je ne sais rien du projet 2025, donc nous sommes le 5 juillet 2024. Je n'ai pas d'idée de qui est derrière. Je suis en désaccord avec plusieurs choses qui disent, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je suis en désaccord avec. Certaines choses sont complètement ridicules et abyssimales, etc. etc. Bonne chance à eux, je n'ai aucun rapport avec eux. Pourquoi Donald Trump, à ce moment-là, en juillet 2024, et évidemment, si vous avez suivi cette campagne avec nous, nos Maintenant Matin, etc., vous en connaissez déjà une partie des réponses, là, comme je vois, quand je vois vos messages. Pourquoi ? Parce que, après des mois d'attitude passiste, les démocrates avaient enfin trouvé, et la campagne de Kamala Harris avait enfin trouvé quelque chose sur lequel attraper Donald Trump, attaquer Donald Trump, et qui imprimait avec la population. Je vais vous montrer à l'époque un sondage pour que vous compreniez bien la manière dont le projet 2025 était perçu. Donc on retourne, c'est un article de NBC qui met ça en avant. Donc en expliquant que non seulement c'était un projet qui était rejeté par les électeurs démocrates, par les électeurs républicains, par les électeurs indépendants, mais aussi par les électeurs républicains. Hein, donc ça, c'était un point important. On voit, c'était au mois de septembre, en nous expliquant que 57% des électeurs avaient une impression négative sur le projet et que le chiffre qui est important, c'est cette dernière ligne d'expliquer que simplement 4% des électeurs avaient une vision positive du projet 2025. Donc, c'était vraiment un angle d'attaque de Donald Trump qui était obligé de dire non, mais moi, j'ai absolument rien à voir avec ces gens-là, je ne les connais pas, je n'en parle pas. On va voir, par exemple, comment Laura Trump, parce que c'était devenu une urgence, ça a commencé à impacter Donald Trump dans les sondages. On va voir comment Laura Trump avait rassuré la base MAGA. Vas-y, Thomas. Get your pen and pad ready. Send this to all your friends. Project 2025 has nothing to do with Donald Trump, his platform, his campaign, or what he wants to do for the future of this country. Nothing. Donald Trump himself came out and said, I don't even know what this Project 2025 is all about. There are a lot of ideas in here that I find really frightening and that I do not support, period. Anyone who is pushing Project 2025 knows it is a hoax, knows it is a lie, but they are trying to fearmonger. On peut l'envoyer en prison pour ça ou pas? De quoi? On peut l'envoyer en prison pour ça? Non, mais soyez rassurés. Elle explique. Elle commence en disant vas-y. Elle explique, ok, tout le monde qui vous écoutez, allez chercher un stylo, venez noter ça, envoyez ça à tous vos amis,
Donc on voit vraiment comment la panique est installée en disant il faut vite que tout le monde comprenne. Voilà Donald Trump, et le répète de 3 manières différentes. Donald Trump a rien à voir avec le Project 2025. Le Project 2025 est un hoax. On revoit même le mot hoax qui est utilisé en permanence par Trump pour mettre loin les dossiers qui l'embêtent. En expliquant que voilà, c'est rien, non, pas du tout, au contraire. Ouais, et puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, et c'était d'autant plus intéressant cette attitude pinocchiesque, exactement, Louise, c'était d'autant plus intéressant qu'il existait des vidéos de Trump en train d'assumer ou de se féliciter du fait que la Heritage Foundation, donc c'est vrai que dans la phrase, il ne disait pas Project 2025, mais que la Heritage Foundation était en train de préparer son programme de gouvernement. Et d'ailleurs, c'était la raison, avant de montrer la vidéo, lorsqu'on va voir l'illustration qui est juste à côté, qui est basée sur le logo officiel. Évidemment, le sang a été rajouté par l'artiste qui a fait cette illustration. Mais vous voyez, le texte en dessous était complètement clair. Presidential Transition Project. Ouais. Donc, c'était vraiment cette construction. Et donc, on va écouter Donald Trump en train, voilà, on le retrouve là, en train de parler de la Heritage Foundation à la Heritage Foundation, l'endroit où il connaissait personne. Hein. Il ne savait même pas qui c'était, ces gens-là. Ça, c'était tellement facile. Et l'ironie, c'était que les gens de cette Heritage Foundation qui avaient écrit, la plupart des auteurs du Project 2025 avaient servi sous Trump 1. Donc, c'était des gens qui, pendant la période 2017 jusqu'en janvier 2021, avaient bossé pour Donald Trump, pour sa campagne et pour sa présidence, et qui ensuite, lorsque Donald Trump était dans l'opposition, étaient venus préparer ce programme-là. Vas-y, Thomas. Our country is going to hell. The critical job of institutions such as Heritage is to lay the groundwork, and Heritage does such an incredible job at that. And I'm telling you, with Kevin and the staff, and I met so many of them now, I took pictures with among the most handsome, beautiful people I've ever seen. I didn't like that picture. If you could lose that picture, please, would you, Kevin? But this is a great, no, he says I won't do that. But this is a great group, and they're going to lay the groundwork and detail plans for exactly what our movement will do and what your movement will do when the American people give us a colossal mandate to save America. And that's coming. That's coming. Alors, cette vidéo-là, que vous venez de voir, hein, il y a même, Thomas, tu peux nous la mettre dernière pendant qu'on parle, que vous compreniez bien, pour que ça soit clair. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Le logo que vous avez dans l'angle là en bas, que vous montre Thomas, c'est le logo de Heritage Foundation. Et cette vidéo, c'est une vidéo qui n'est pas passée à la télé américaine, ou peut-être elle est passée une fois. Mais c'est une vidéo qui n'a pas été utilisée, alors qu'il est extrêmement clair. Non seulement il dit comment Heritage Foundation est important, comment il connaît tout le monde, comment il fait des selfies avec eux, bon ça c'est du Donald Trump, mais que en plus de ça, il dit ils sont en train de préparer programme qui va devenir la fondation de ce qu'on va faire lorsque on va reprendre le pouvoir et on va sauver l'Amérique. Et il y en a un qui a pris le pouvoir, c'est le vice-président. J'ai pas compris là. J.D. Vance. Tu veux dire parce qu'il fait partie de Heritage? Je vais peut-être spoiler quelque chose. Non, je sais pas. Non, qui a écrit, celui qui a écrit l'intro du projet 2025, c'est écrit par J.D. Vance. Oui. Mais là, ce qui est important, c'est que voilà, Trump qui écrit en juillet, non, les gars, Laura Trump qui passe à la télé en disant non, on connaît pas, on n'a rien à voir. Au contraire, leur plan, on n'était même pas au courant. On a une vidéo de Trump officielle qui adresse la Heritage Foundation sur le sujet de comment la Heritage Foundation est en train de préparer
les programmes du mandat qu'il va mener dès qu'il gagne l'élection. Voilà, donc il n'y a pas plus clair que cette vidéo. Et donc, évidemment, la campagne de Kamala Harris a identifié ça, a identifié les risques, hein, parce que lorsqu'on va regarder ce qu'on appelle la plateforme MAP du projet 2025, il y a des raisons d'être complètement effrayé par ce projet-là, parce que vous allez voir, évidemment, c'est pas lisible sous cette forme, mais si vous regardez le premier point, c'est une série de propositions du projet 2025, c'est de détruire la démocratie américaine. Et dans le cas de la destruction de cette démocratie américaine, il y a la remise en question du droit de vote, il y a les tarifs, il y a l'utilisation de l'armée, de la garde nationale, tout ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, après avoir ignoré dans un premier temps la montée de ce projet 2025, du côté de la campagne, il y a le feu. Hein, on a vu Laura Trump. Donald Trump, non seulement publie le tweet, le Truth Social que je vous ai montré en juillet, mais va en parler de manière extrêmement claire en campagne, dans un meeting, en expliquant qu'il n'a rien à voir. Talks about Project 2025, which I have absolutely nothing to do with. She says, I know that because of Project. Well, we've denied that. I have no idea what Project 2025 is. I've never read it, and I never will. But they make it sound like it's from me. Voilà, donc d'un côté, vous avez les vidéos de Donald Trump en train de se féliciter du rôle de la Heritage Foundation, qui va construire ce programme-là. De l'autre côté, le programme est publié et on se rend compte que la plupart des auteurs sont liés d'une manière ou d'une autre à l'administration ou à la campagne Trump. Donc, vous avez ça. Et de l'autre côté, Trump dit non, j'y suis pour rien. I never read it and I never will. Je l'ai jamais lu, le Project 2025, et je vais jamais le faire. Ouais. Évidemment, du côté, avant de passer à la manière dont les journalistes américains et les experts de Pipo ont fait leur boulot, parce qu'on imagine qu'avec tout ça, il y a du boulot à faire, on a même un enregistrement audio du directeur du projet 25 qui a été piégé par un média anglais, pas américain, hein, soyons clairs, qui a été piégé par un média américain et qui explique que non, mais vous inquiétez pas, il pense parler à un futur soutien financier de Heritage qui lui dit mais Donald Trump, il a dit que c'était pas lui le projet 25. Et là, un des patrons de l'Heritage Foundation, il dit non, mais ça c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Il a pris de la distance parce que dans les sondages, ça commence à venir l'handicaper. Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment nous qui sommes derrière. Vas-y Thomas. See President Trump say this and what you envision as being behind it tactically. Well, I think it's the sign of a great leader who understands he's in a terrific political news cycle. He's run a really good campaign from start up to this point. And the left's mischaracterization of Project 2025 had become a liability. I think we've seen that really turn around in the last few days since that statement. So no hard feelings from any of us at Project 2025 about the statement, because we understand Trump is the standard bearer and he's making a political, tactical decision there. Donc, hein, c'est clair, non, c'est une stratégie de tactique de la part de Donald Trump parce que ça c'est négatif pour lui d'être rattaché au projet 2025. Donc c'est pour ça qu'il prend distance. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et donc on se dit bon là il y a vraiment quelque chose d'intéressant à enquêter de la part des médias américains. Il n'y a quasiment pas d'enquête. Et pire que ça,
pire que ça. Il y a, du côté de Donald Trump, cette justification qui n'est pour rien, qu'il va répéter d'ailleurs, on va le voir, dans le débat, avec le seul débat qui a eu lieu avec Kamala Harris, où il va profiter de son temps de parole pour dire « Non, j'ai aucun rapport ». Vas-y Thomas. Here tonight is a detailed and dangerous plan called Project 2025 that the former president intends on implementing if he were elected again. President Trump will give you a minute here to respond. Number one, I have nothing to do, as you know, and as she knows better than anyone, I have nothing to do with Project 2025. Voilà, donc toujours cette formulation de chez Trump, et elle le sait mieux que les autres. À chaque fois que quelqu'un lui pose une question embarrassante, c'est une stratégie de débat. Il fait pareil lorsque il y a des journalistes qui, de temps en temps, viennent lui poser une question gênante, et il dit « Non, mais de toute façon, toi aussi, vous le savez mieux que quiconque, etc., etc. » pour essayer de montrer que l'on approuve. C'est tellement une vérité que ce qu'il dit, que la personne qui est en face de lui est en train de mentir, en fait. Et donc ça, c'est sa position. Mais, il y a aussi ces moments qui, avec le recul, déjà à l'époque, hein, on les avait traités, on ne s'est pas réveillé le 3 octobre, qui déjà, avec le recul, étaient extrêmement troublants. On va voir que, alors que l'on reproche aux médias américains de rendre acceptable ce qu'il se passe au niveau de la campagne de Donald Trump, hein, ce fameux sane washing. Les médias qui en reprochent justement de ne pas faire tout ce qui est fact-checking, debunking, etc. de Donald Trump, ou de ne pas le faire complètement, vont dire non, regardez, on fait du fact-checking. La preuve, on va fact-checker Kamala Harris et sa campagne sur cette question du projet 2025. Et comment on va le fact-checker? On va voir par exemple CNN qui le fait en expliquant que ce n'est pas une initiative de Donald Trump et qu'il a dit qu'il n'était pas en accord avec ça. C'est-à-dire qu'on arrive au moment où, pour fact-checker ce travail-là, au lieu de faire une enquête, on dit, mais attendez, mais Donald Trump nous a dit que non. Et le moment, le sommet, et je sens Thomas qui est en train de bouillir par rapport à ça, le sommet de ce moment-là, ouais, tu vas nous montrer, bien, tiens, je crois que c'était USA Today qui avait fait, il y a des dizaines et des dizaines d'articles qui rappellent que ce n'est pas le plan. Hein. Donald Trump a dit que non. Hein, regardez, à la fin, he has nothing to do. Donc, Donald Trump vous a dit que non. Et donc, le moment, le symbole de tout ça, c'est que Kamala Harris, qui a fait ce choix, qui n'était pas un bon choix, mais qui a fait ce choix de peu intervenir dans les médias, était passée, elle avait fait cette interview avec Norah O'Donnell. Norah O'Donnell, qui va faire ce que les médias américains ne font pas avec Trump. Pourquoi? Parce qu'il ne va même pas dans ces médias-là. Ouais. Il va uniquement sur Fox News à ce moment-là. On en a très souvent parlé dans Maintenant Matin. Qui sont des meetings de rallye plus que des interviews de Trump. Exactement. Donc, il n'y a pas de fact-checking. Mais par contre, dès qu'on a Kamala Harris et elle va sur les médias traditionnels, on se dit, bah tiens, on va montrer qu'on fait notre boulot. Et donc, vas-y, Thomas, passe-nous ce premier extrait. Trump has disavowed Project 2025. He says that is not his campaign plan. As you know, I am a former prosecutor. His DNA is all over it. All over it. His running mate wrote the foreword to the book of the author of Project 2025. I believe Donald Trump's name appears at least 300 times in Project 2025, and it is a blueprint, a detailed blueprint that is about the danger and the detail of what Donald Trump and his allies plan if he is in the White House again. Donc, Kamala Harris est dans une émission de presse, une émission politique les plus importantes, hein, si vous voulez, l'équivalent de TF1 et de France 2. Elle sait qu'elle a un thème
un thème qui fonctionne. On a vu 4% des Américains ont une vision favorable du projet 2025. C'est de parler du projet 2025. Et dès qu'elle en parle, boum, fact-checking. Non, mais on est enragé, voilà. De Norah O'Donnell qui lui dit non, mais vous savez, hein, c'est au tout début de cette interview, vous savez, Donald Trump a dit qu'il était en désaccord avec le projet 2025 et que il n'y était pour rien. Dire bon, elle a fait son boulot une fois, je ne sais pas si c'est son boulot, mais en tout cas, elle a dit ça une fois. Mais le pire, c'est qu'il y a un deuxième moment, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Kamala Harris essaye de parler du point fort de sa campagne, et qui en plus est un vrai problème. Elle le dit, oui. Mais de toute façon, oui, évidemment, il dit ça, mais dans la réalité, ce sont que des gens qui ont travaillé pour lui. Son nom est cité plus de 300 fois à l'intérieur. C'est présenté comme un programme de transition présidentielle. C'est le candidat républicain. Là, n'oublions pas, elle ne le dit pas, mais moi, je vous le dis, la Heritage Foundation était présente à la convention républicaine et avait un stand pour offrir des éditions du projet 2025, des résumés, etc., etc. Il n'y a aucun doute. Et donc, une deuxième fois, Kamala Harris essaye de revenir sur ce sujet du projet 2025. Vas-y, toi. 2025. The former president said that's not true. He would He veto. says everything. Come on, are we really taking his word for it? Donc à chaque fois que Kamala Harris cite le Project 2025, Norah O'Donnell répète la même ligne. Le président a dit que ce n'est pas vrai. Il a dit que c'est pas vrai. Donc voilà. Ce sont les médias américains. Oh, vas-y Thomas, je te laisse. Non, je sais que on pourrait faire tout un sujet sur ça, sur cette campagne, sur les médias, le rôle, tout le reste. Pour moi, le résumé de tout ça, ce qui me rend fou jusqu'à présent, parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on a vécu en 2016 jusqu'à la fin de la première présidence. D'accord, on ne connaissait pas encore Trump, il y a cette excuse-là. Quelque chose qu'on a vécu encore plus fort pendant cette deuxième campagne en 2024, et toujours de nos jours, aujourd'hui en 2025, il y a toujours certains médias, certaines personnes qui jouent à ce jeu-là, de dire on est journaliste, je vais être neutre, je vais être fair, je vais jouer les deux côtés et je vais tenir les deux côtés au même standard. Le problème, quand on fait ça, c'est une fausse équivalence, parce que quand on vous passe ces moments de Norah O'Donnell ou d'autres journalistes qui sont en train de dire « Ah, mais Trump a dit que ce n'est pas le cas », à ce même moment, Trump a prouvé depuis des années que c'est la personne qui ment à chaque fois qu'il parle, c'est la personne qui était face à plusieurs cas devant les tribunaux pour avoir menti, pour de la fraude, qui venait juste d'inciter le 6 janvier, qui avait menti à tout le monde pendant l'élection. Et donc, on est en train de dire non, mais on va oublier tout ça pour mettre ces deux personnes au même niveau et dire que voilà, regardez, on n'est pas anti-Trump, on va mettre les démocrates face au même challenge. Et donc, c'est une fausse manière d'être équilibré qui me rend fou, parce qu'en fait, c'est pire que de jouer un côté. Et je ne comprends pas comment c'était possible pour ces journalistes qui n'ont pas l'excuse de dire « Ah, mais on ne savait pas ». Les mêmes journalistes qui étaient là pendant Norah O'Donnell, elle n'est pas née de la dernière pluie, elle était là pendant le 6 janvier, elle était là pendant la première campagne. Elle doit avoir 25-30 ans de carrière. Ouais. Et voilà, je n'arrive pas à comprendre comment on est tombé dans ça et comment ces gens n'ont pas vu que Trump abusait de ce privilège. Ouais, voilà, je vais arrêter là, mais ça me rend fou. Il y a de quoi. Cody, dans cette période-là, je pense que c'était quand tu étais assez malade et tu n'étais pas avec nous tous les jours. Je ne sais pas, est-ce que c'est la première fois que tu découvres ces images-là ou tu les avais vues à l'époque? Ces images, non, on les avait vues à l'époque et je sais que c'était quelque chose dont on parlait parce que c'était tellement frustrant, parce que même ce truc de Project 2025, c'est quelque chose que je voyais dans mes cercles qui était assez apolitique, où je voyais des gens qui postaient ces infographies qui parlaient de
ce que c'est le projet 2025, les dangers du projet 2025. Et ça a duré 1, 2, 3 semaines. Et ensuite, peu à peu, je ne sais pas si c'est toi, pareil pour toi, les gens que tu suivais, tes amis, où tu voyais plus ces posts. Et j'avais l'impression que le projet 2025 avait disparu. Même si, en réalité, on sait que c'était le plan tout le long. Ouais, non, et justement, c'est assez intéressant parce que ça nous ouvre à quelque chose dont on va parler tout de suite après une petite pause. C'est que on vous a montré donc la campagne. Trump qui dit « je n'y suis pour rien, je ne connais pas, ça ne va pas être utilisé ». Kamala Harris qui essaye de dire « non, mais attendez, c'est super dangereux ». Et d'ailleurs, on va voir sa réaction. Au tweet. Je trouvais il y a eu énormément de réactions, mais la réaction de Kamala Harris sur le tweet aujourd'hui, du moins hier, le Truth Social de Trump en expliquant qu'il est bossé avec le gars du projet 2025, on s'en cache plus, on en est super fiers, on va y revenir. Elle dit, voilà, ça a toujours été le plan. Ça a toujours été le plan. Le projet 2025 était le plan de Donald Trump pour saisir ce pouvoir sans aucune vérification, sans contre-pouvoir derrière, et limiter les libertés individuelles des Américains. Et c'est ce qu'il est en train de faire devant nos yeux. Ouais. Donc, devant nos yeux, et il assume. Mais comme vient de le dire Cody, c'est qu'on a eu ce sentiment pendant un moment que le projet 2025 avait disparu. C'est-à-dire qu'entre le 5 novembre et le 2 octobre, le jour où Trump publie ce tweet-là, on a le sentiment que plus personne, c'est pas un sentiment, c'est une réalité, que plus personne, à part deux ou trois tweets, il faut le souligner, de Gavin Newsom, qui plusieurs fois a rappelé que tiens, ça c'était que ce soit Gavin Newsom ou que ce soit son bureau de presse, a rappelé que ça faisait partie du dossier du projet 2025. C'est comme si on était rentré dans une espèce de faille spatio-temporelle où tout le monde avait oublié, alors que dans la réalité, c'était en train de se passer devant nos yeux. On revient là-dessus dans quelques secondes. Donc la phase 1 du projet 2025, c'est ce qu'on vient de vivre pendant cette période électorale. La phase 2, c'est ce qui vient de se passer devant nos yeux depuis le 20 janvier dernier. On va regarder, avant d'aller où je t'ai dit, on va regarder cet article ce matin de Associated Press qui mettait en avant le fait que Donald Trump ne se distanciait pas, donc ce qui veut dire qu'il se distanciait à une période. Vous avez compris évidemment pourquoi, parce que électoralement c'était trop dangereux pour lui. En fait, donc non seulement il ne s'identifie pas, il ne se distancie plus, mais qu'il utilise le projet 2025 et le shutdown pour aller encore plus loin. On va avancer dans le cœur de cet article parce que cette première ligne, c'est la ligne d'une faillite journalistique. On l'a vu pendant la campagne. Thomas a expliqué ce qui est les raisons derrière cette faillite. Mais cette deuxième ligne, elle est, à mon avis, encore plus grave. Vous allez me dire, ce n'est pas les mêmes conséquences d'une campagne où ça peut-être aurait pu déterminer une élection dans quelques États où l'élection ne s'est pas jouée à grand-chose, dans des États clés. Peut-être, on n'en sait rien. Mais de dire que depuis qu'il a prêté serment, Donald Trump est en train de mettre en place le projet 2025, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 7 mois, c'est ce que fait Donald Trump sans que cela soit souligné et sans que cela soit un dossier. Alors évidemment, il y a une stratégie trumpienne là-dedans, c'est que pendant que des personnes comme Roosevelt travaillent en coulisses,
il y a une occupation de la scène médiatique avec 1 million d'autres choses qui fait que les journalistes sont simplement dans la gestion du quotidien. On en a parlé, comment c'est difficile lorsqu'on a reçu Claire. Et donc, on organise cette mise en scène de la présidence, cette production de la présidence, et en coulisses, ce qui se passe, donc décrit dans l'article de Associated Press, c'est la mise en place du projet 2025. Et comment mesurer, on reviendra après dans ces articles-là, comment mesurer cette installation du projet 2025 ? Il y a un site pour ça. Il y a un site pour tout. Cette illustration était fantastique. Donald Trump qui prête serment. Il prête serment. Au lieu de prêter serment sur la Bible ou la Constitution, il prête serment sur le projet 2025. Et comment mesurer où nous en sommes ? Il y a un site qui le fait de manière extrêmement précise, documentée et fiable. Et visuelle. Et il y a plusieurs sites qui se proposent de le faire, mais celui-ci, et c'est d'ailleurs celui que Gavin Newsom de temps en temps met en avant, c'est le tracker projet 2025. Eux, ils ont dit non, nous on n'arrête pas au niveau de la campagne, on va continuer. Pendant la campagne, on vous a dit qu'il allait le faire, on va surveiller. On va surveiller s'il va le faire, et donc on va passer agence par agence, on va voir ça dans 2 secondes, et donc de manière générale, ils sont en train de traquer 319 projets dans plus de 34 agences gouvernementales. Ils se rendent compte qu'il y a déjà, dans l'ombre, avant la période shutdown, qui va être un accélérateur, 48% des 900 pages du projet 2025 qui ont été mis en place par l'administration Donald Trump. Ce qui est déjà la moitié du projet 2025. Ouais. Celui, ne vous inquiétez pas, c'est un hoax. Prenez des stylos, notez, c'est un hoax. Dans la réalité, et allons voir ce que ça veut dire, ces 48%. Ouais. Donc, on va voir, ils font ce travail-là, agence par agence, de se dire, voilà... avec le nombre d'objectifs qu'il y a par agence et le résultat en ce moment qui est traqué. Et donc, vous voyez que sur certaines agences, tout en haut, c'est fait. La vision du projet 2025, les recommandations, parce que ce n'est pas simplement une vision. Quand tout à l'heure, je vous présentais, c'était quoi? Ces 900 pages du projet 2025. C'est de dire, tiens, sur ce sujet-là, y compris, on en a parlé il y a quelques semaines, au niveau du FTC, pour la télévision. FCC. Pour FCC, c'est le trade. FCC, de dire, voilà, on va reprendre ça, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Première étape, c'est ça. Donc, c'est vraiment, lorsque Kamala Harris parlait de blueprint, c'est un manuel d'utilisation, pas à pas. C'est la dictature pour les nuls. Voilà, sauf que là, ils sont nuls et dangereux. Et donc... ils sont en train de surveiller ça. Et on voit que dans certains cadres, dans certaines agences, dans certains programmes gouvernementaux, la totalité des points mis en place dans le projet 2025 ont été mis en place. Et on va voir à quoi ça ressemble, parce que le site permet ensuite de cliquer dessus, où vous avez le projet complet. Et donc, j'ai commencé par l'aide gouvernementale des pays étrangers, donc le fameux USAID, qui est donc cette aide qui venait, par exemple, limiter l'avancée du sida dans les pays africains. On se rend compte que la totalité, si tu peux zoomer, la totalité des points, donc à chaque fois, c'est fait comme ça, en disant, voilà, le projet 25 proposait de couper le budget. Boum, complété, la date où c'est complété, et vous pouvez cliquer dessus pour voir les sources dans le texte original du projet 2025 et les sources journalistiques qui documentent et gouvernementales qui documentent la fin. Et vous voyez que toutes les étapes du projet 25 pour arrêter dans le cadre de America First, on ne donne plus
de l'argent à l'extérieur du pays, mais on garde cet argent aux États-Unis, que toutes les étapes ont été mises en place. Hein, pas hier, pas pendant le shutdown, pendant ces derniers mois. Je vous ai aussi sélectionné évidemment la Maison-Blanche parce que c'est cette centralisation du pouvoir dans les mains d'un seul homme. Et donc, vous voyez toutes les étapes qui ont été ces derniers mois dans les coulisses, mises en place par Roosevelt pour donner le pouvoir absolu à Donald Trump. Et vous voyez qu'on est presque, en bout. Donc, vous voyez toutes les étapes qui ont déjà été complétées. Lorsque c'est en vert, c'est complété. Il y a une deuxième page sur la Maison-Blanche pour voir comment c'est important. Et vous voyez qu'on a quasiment tout terminé. Il y a 2 étapes qui restent, qui sont en cours pour que tout ce qui est écrit dans le projet 2025 devienne une réalité à la Maison-Blanche. Ouais. Non, fantastique de l'avoir si visuel, de pouvoir voir à quel point, en plus, ça dépasse juste Trump, de voir dans chaque département et de voir clairement les objectifs par département, par catégorie, de se dire, OK, qu'est-ce que c'est exactement la vision du Project 2025 et donc le plan de Trump pour le département de la justice, pour le financement de n'importe quoi. Donc, de pouvoir voir ça, c'est un outil très pratique, mais aussi ça rend fou en se disant, mais voilà, c'était tellement prévu comme plan, regarde tout ce qu'ils ont déjà pu faire. Ça fait combien de mois que... Bientôt 9, même pas 9 mois, bientôt. Oui, ça fait 9 mois. Ouais. Donc, cauchemardesque, nous dit Alex. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça, c'est la phase 2. C'est la phase 2 qui s'est déroulée pendant tous ces mois, pendant que Donald Trump, en bon magicien, nous disait « Hé, regardez là ». Et pendant ce temps, Roosevelt et évidemment l'utilisation via Doge de Elon Musk permettait de mettre en place ces gens-là. En fait, le boulot de Elon Musk via Doge a été de justifier ce que, soi-disant, Donald Trump n'allait jamais faire, comme expliquait Nora O'Donnell, d'expliquer non, il n'a rien à voir avec ça, c'est pas son programme. Et même au-delà de ça, c'est aberrant, c'était le mot qu'utilisait Donald Trump dans son Truth du mois de juillet. Donc, on pourrait se dire qu'entre le Truth, il est là, abysmal et complètement ridicule. Entre le Truth de Donald Trump de juillet 2024 à juillet 2025, il y a eu quasiment 50% du programme du projet 2025 qui a été appliqué. Donc ça, c'était la phase 2. Et depuis le début du shutdown, le 1er octobre, on est rentré dans la phase 3 de ce projet-là, où, évidemment, on ne dit plus qu'on n'a aucun rapport, mais aussi, on n'agit plus en coulisses. Phase 3, on assume ce projet 2025. Cette nouvelle position, c'est le tweet de Donald Trump du 2 octobre d'hier. Donc, c'est non seulement on assume, mais on va utiliser la situation du shutdown pour aller encore plus loin. Je vous en parle tout de suite après. Merci pour cette magnifique image de JD Vance que je ne vais pas oublier trop vite. Merci à tout le monde qui était dans le chat avec l'emoji de JD Vance. Merci beaucoup Guylaine pour la résistance. Merci d'être une vaguelette et merci de résister avec nous. Un énorme merci Joanne qui fête avec nous 5 ans d'anniversaire d'être avec nous. Un énorme merci Joanne.
pour tout ton soutien pendant ces 5 ans. Merci bien évidemment pour ce soutien-là et d'être vraiment une fidèle depuis 5 ans. C'est formidable. Elle parle de Twitter, hein. On parle de Twitter, pas de X. À la belle époque, la belle époque. Effectivement, et puis je sais que tu continues de nous partager tous tes messages. Merci. Et quand au début d'émission, on parlait de ces podcasts et tous les formats qu'il y a eu avant Maintenant Média, c'est vrai que quelqu'un était toujours dans le chat, était toujours présente pour les vidéos. Donc, oui, exactement. Merci de fêter ça avec nous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui est là, qui s'est abonné. On a réussi à avoir la barre, Colly, des 41 995. C'est fantastique. Et je sais qu'il y a 5 autres personnes qui vont s'abonner. C'est juste qu'en ce moment, ils sont occupés à découvrir tout ce qu'il y a de magnifique sur MaintenantMedia.com. Donc, quand vous aurez fini sur MaintenantMedia.com, venez. Et ce qu'il y a de magnifique souvent sur MaintenantMedia.com, ce sont nos breaking news. Oui. Donc, on va faire... Parce que je sais que ça en intéresse certains ici. Donc, juste pour vous donner l'information alors que nous sommes en direct, il y a quelques secondes, un juge à New York, breaking news, un juge à New York dans le cadre de l'affaire Sean Diddy Combs vient, aujourd'hui c'était ce qu'on appelle le sentencing, donc la sentence vient de prononcer une peine de 50 mois de prison dans un pénitencier fédéral, donc 4 ans et 2 mois de prison pour Sean Diddy Sean Diddy Combs pour tout le dossier sur lequel il avait été reconnu coupable. Pas tous les chefs d'accusation avaient été gardés, mais celui qui, entre autres, sollicitations, etc., etc. Et donc, voilà, c'était toutes des charges liées à de la prostitution, organisation de réseau et tout le reste, 4 ans et 2 mois. Voilà, c'était notre petite breaking news. On referme la breaking news. On referme la breaking news et on va conclure provisoirement, parce que évidemment, on va continuer à s'intéresser à cette montée de la part de l'administration Trump qui va essayer d'accélérer dans les prochaines semaines pour mettre en place les pages manquantes du projet 2025. Quand je vous dis ça, je vois cette barre de chargement qui est en train de faire. Et ce qui va ralentir la marche en avant de Donald Trump, c'est la manière dont l'opinion américaine, les électeurs américains voient ce qui est en train de se passer. Et on voit qu'aujourd'hui, le blâme va du côté de Trump et du Parti républicain. Et je voudrais qu'on termine cette émission en écoutant Harry Enten sur CNN ce matin, parce que justement, il dit voilà, d'un côté, vous avez les républicains, mais c'est parce qu'on leur a demandé de prendre cette posture, qui avancent, qui roulent un petit peu des mécaniques en disant ah, on a eu les démocrates, on va faire ci, on va faire ça, et en plus, c'est la faute des démocrates. Et on va voir que la réalité ne correspond pas à cette espèce de réalité que la chambre d'écho médias pro-Trump sur Fox News, influenceurs sur X, met en avant, et que la réalité, c'est que les Américains ne souhaitent pas du tout ce genre de choses. Vas-y, Thomas. I think there are a lot of Republicans out there right now strutting around thinking that they're cock of the walk. But this is a morning show. I know. Come on, but keep it clean. We'll try and keep it clean, but shutdowns just get me so excited. Republicans out there thinking they're cock of the walk. But here's the thing to keep in mind. Blame more for the 2025 shutdown. Who do Americans blame more? They blame Republicans. The New York Times, by 7 points, they blame Republicans in Congress and Donald Trump. Marist, look at that. Blame Trump and Republicans by 12 points. How about Washington Post? By a 17-point margin. When you look at the data, what you're actually seeing is that more Americans are blaming Republicans than Democrats, which I think really goes against the conventional wisdom, because a lot of folks are saying, hey, Democrats are so divided. But at this particular point, Americans are placing the blame on the Republican shoulders, at least the plurality of them are. All right, so looking at this, does this match up to what we see historically? Like, how is this different or the same? Yeah, this is what I think is so notable here, is we can go back over time, and this is actually a pretty familiar story. What are we talking about here? Blame more at the start of shutdowns, 95, 96. They blame the Republicans more by 16 points. 2013, blame the Republicans more by 10 points. 2018, 2019, blame the Republicans more by 14 points. And right now, on the average poll, you see that the American public are blaming Republicans more by 12 points than Democrats. So
So this actually lines up with what we've seen historically. When the government goes in the shutdown, at least in prior occasions and in this one, what we see is that more Americans are likely to blame Republicans than Democrats, which again, it's why the polling right now doesn't exactly strike me as surprising, despite the fact that Democrats might be messy. Republicans are the ones who are getting more blame because that is what has happened, at least historically speaking. And also because Democrats are like, look, they have all three branches of government. Correct. You know, that's exactly. I think that's so notable, right? It's the Republicans are the ones who have the House, the Senate, and of course the presidency. Yeah. All right. So what about, at the beginning versus the end of these shutdowns? Because things get really awful for so many people. People notice the services are cut, but you also have the big furloughs. What do you see there? Yeah, I think this is notable, right? I think there might be a lot of Republicans who would say, okay, these are early days yet, right? This is early days yet. But what happens at the end of the shutdown? Does, in fact, the blame change? Well, historically speaking, no. Who gets the blame at the start of the shutdown has ended up being the ones who get the blame at the end of the shutdown. 95, 96, GOP. Voilà, donc non seulement la majorité des Américains estiment que c'est Donald Trump et les républicains qui sont responsables de ce shutdown. Donc vous voyez que cette espèce d'attitude de dire ah bah tiens on va se moquer avec de l'intelligence artificielle, etc., c'est rejeté. Mais le point qui était extrêmement intéressant et que l'on voit peu passer, c'est que normalement, alors je sais qu'on vit une période hors norme, mais normalement, ça ne va pas en s'améliorant. C'est-à-dire que les personnes que l'on pointe du doigt au début d'un shutdown, ce sont les mêmes personnes que l'on pointe du doigt à la fin d'un shutdown. Et si, en plus de ça, c'est mon avis personnel, Donald Trump profite de cette période-là pour utiliser le projet 2025, comme le démontrait ce document qui était de dire cette plateforme map, c'est que le projet 2025 se définissait lui-même comme étant un programme de transition et qu'une fois que cette transition était mise en place, il y avait tout ce qui devait se passer après pour renforcer et étendre le même principe ailleurs. C'est-à-dire que si Donald Trump accélère dans cette direction-là, il vient de mettre le projecteur dessus et vient de donner un point de campagne essentiel aux démocrates qui non seulement pourront dire « Mais attendez, regardez ce qu'il vient de faire, c'est que le début, le projet 2025, c'est l'introduction, il y a pire derrière, mais nous, ce qu'on vous propose, moi, Gavin, nous sommes, si je suis candidat, ce que je vous propose, c'est le projet 2029. C'est justement non seulement de revenir à une époque où les pouvoirs sont divisés dans ce principe de check and balances, mais qu'en plus de ça, toutes les failles du système que Donald Trump a mis à jour en installant sa dictature présidentielle, on va les refermer. Et je pense que c'est la bonne nouvelle pour les démocrates, c'est qu'ils ont la position désormais de revenir sur ce sujet. Donald Trump a ouvert le placard et il est allé chercher le monstre. Le Reaper, c'est exactement ça. Il est allé chercher le monstre qui a failli le couler pendant la campagne. C'est le rôle maintenant des démocrates de dire « Attendez, ce monstre-là, il a toujours été là, on va continuer à l'agiter devant vos yeux. » Donc ça, c'est un point. Et le dernier point pour conclure, c'est ce sondage extraordinaire fait par le New York Times sur ce que souhaitent les électeurs par rapport à cette question. On en a beaucoup parlé de Obamacare. S'il faut continuer à étendre les aides par rapport à Obamacare, vous savez que les démocrates souhaitent maintenir dans ce CR, que les républicains souhaitent couper. Et donc faire que les prix de l'assurance santé va doubler, voire tripler chez certains. Et on voit que la majorité d'Américains, et quand je parle de la majorité d'Américains, c'est 78% des Américains qui disent non, mais attendez, il faut pas couper ça, notre assurance sociale ne doit pas augmenter. Et ça, c'est avant que les citoyens américains reçoivent le prix de l'augmentation pour l'année prochaine. Là, c'est presque en théorie. Ils n'ont pas encore vécu ce que ça veut dire. Exactement. Et quand je vous parle des 78%, c'est bien, mais le truc qui doit commencer à faire
réfléchir tous ces élus du Congrès républicain, c'est que vous avez une majorité de républicains, 59%, avant même d'avoir reçu les augmentations, qui disent non, mais nous, on n'en veut pas de ces augmentations. Il faut continuer à soutenir Obamacare. On veut continuer. Hier, je vous montrais que 31% des MAGA, 31% des MAGA bénéficiaient de Obamacare. Donc voilà, donc évidemment, c'est une situation qu'on va continuer à suivre. Aujourd'hui, on voulait vous faire cette édition spéciale sur cette troisième phase du projet 2025. On va la suivre, on va la décrypter. Je vais, moi, vous laisser parce que j'ai un rendez-vous. Donc, je vais laisser ma place au patron Cody Raymond, qui va venir ici vous remercier, vous dire au revoir, vous donner rendez-vous pour demain, 21h, 15h. Vous rappelez Sentinelle pour dimanche. Il va faire ça comme un chef, ça va être parfait. C'était un véritable plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir revisité tout ça, de tenter de remettre tout ça en perspective. Merci, à demain. Ne quittez pas, je vous laisse avec Thomas et Cody. C'est un petit peu après maintenant. Après maintenant, c'est bien. À tout de suite.